Le soir du 30 juin 2017, le secrétaire général Xi Jinping assiste à la soirée de gala célébrant le 20e anniversaire du retour de Hong Kong au sein de la mère patrie au centre de conférences et d'exposition de la région administrative spéciale. Passons en revue un parcours historique.此时此刻，站在经过岁月洗礼、发生沧桑巨变的湘江之滨，我们抚今追昔，感慨万千。香港的命运从来同祖国紧密相连。Le retour de Hong Kong à la mère patrie est un chapitre glorieux du renouveau de la nation chinoise. Le fleuve Shenzhen sépare Shenzhen de Hong Kong. À l'issue des guerres de l'opium, la dynastie des Qing a été forcée à céder des territoires et payer des indemnités. La Chine était morcelée et démembrée. Hong Kong était alors séparé de la Chine comme un enfant forcé à quitter sa mère. De l'autre côté du fleuve, l'île était toujours sous le regard de la mère patrie, mais n'en faisait plus partie. Réunifier la patrie, c'est l'objectif que le PCC poursuit toujours avec fermeté. C'est aussi l'aspiration commune de tout le peuple chinois. Pour les intérêts fondamentaux et de long terme de la nation chinoise, le PCC adopte le principe dit de projeter sur le long terme et bien organiser les choses au sujet des questions de Hong Kong et de Macao. La mère patrie n'a jamais oublié son enfant de l'autre côté du fleuve. En 1963, une pénurie d'eau douce frappe Hong Kong. Les réserves ne sont suffisantes aux besoins de tout Hong Kong que pour une quarantaine de jours. Le PCC décide de faire amener l'eau du fleuve Dongjiang pour répondre à l'urgence. À Hong Kong, 90% des produits frais, 80% de l'eau douce, ainsi que 25% de l'électricité et du gaz naturel viennent de l'intérieur du pays. Sans le soutien constant de ce dernier, il n'y aurait pas eu de prospérité à Hong Kong. En 1974, le président Mao Zedong aborde la question de Hong Kong avec l'ancien Premier ministre britannique Edward Heath en visite en Chine. Il jette un regard sur Deng Xiaoping, présent à l'entretien, et dit « c'est leurs affaires ». Ayant pris le relais de la réunification du pays, Deng Xiaoping, partant de la réalité chinoise,
avance la conception d'un pays de système. Cela ouvre un horizon radieux et une nouvelle voie pour la réunification pacifique de la Chine. Le 22 septembre 1982, la première ministre britannique, Margaret Thatcher, effectue une visite en Chine. Les deux pays lancent officiellement les négociations sur la question de Hong Kong. Au cours de ces dernières, Madame Thatcher exprime le souhait de voir les 3 traités inégaux confirmant l'occupation britannique de Hong Kong rester en vigueur. Selon Madame Thatcher, la prospérité de Hong Kong dépend de l'administration britannique et son retour à la Chine aurait des effets dévastateurs sur Hong Kong. Deng Xiaoping répond. Durant les négociations, la partie chinoise détient l'initiative de la reprise de Hong Kong. Le ton est donné au sujet de cette question selon la volonté du PCC et du peuple. Au bout de 22 tours de négociations laborieuses pendant 2 ans, les gouvernements chinois et britanniques signent le 19 décembre 1984 la déclaration conjointe sur la question de Hong Kong. Le gouvernement chinois annonce qu'il recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur le territoire de Hong Kong dès le 1er juillet 1997, que la région administrative spéciale de Hong Kong sera créée en vertu de l'article 31 de la Constitution de la République populaire de Chine et qu'elle relèvera directement du gouvernement central chinois et jouira d'un haut degré d'autonomie. En avril 1990, la 3e session de la 7e Assemblée populaire nationale adopte la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, jetant ainsi la base juridique de la gestion du territoire. Hong Kong entre désormais dans la période post-transition. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, surtout après la chute du mur de Berlin, Londres, s'appuyant sur une analyse erronée de la situation, pose de nombreux obstacles à la passation pacifique des pouvoirs à Hong Kong et va jusqu'à une confrontation ouverte. 江泽民同志领导中央工作，一直到香港回归了。这个阶段应该说我们这个香港工作是最困难的一个时期，跟英国人斗争也是最尖锐的。 Face à un Royaume-Uni agressif, le comité central du PCC, uni autour du camarade Jiang Zemin, investi de la lourde mission confiée par l'ensemble du peuple chinois, assume avec courage les responsabilités historiques de réaliser la rétrocession de Hong Kong. Jiang Zemin déclare clairement « La nation chinoise ne se pliera jamais à aucune pression extérieure ». En octobre 1989, les autorités britanniques de Hong Kong, sans consulter la partie chinoise à l'avance, annoncent unilatéralement qu'elles construiraient un nouvel aéroport. Ce projet coûterait près de 200 milliards de dollars hongkongais et ne serait pas fini avant 1997. La plupart des dettes seraient remboursées après la rétrocession de Hong Kong, ce qui serait un lourd fardeau pour le gouvernement de la future région administrative spéciale. Beijing réagit vivement pour défendre les intérêts des Hongkongais au-delà de 1997 et assurer la rétrocession sans à-coups. En 1992, le nouveau gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, propose un plan de réforme politique. Ce dernier vise à changer brusquement le régime politique, privilégiant le pouvoir exécutif et toujours appliqué à Hong Kong sous la domination britannique, pour rendre ainsi très difficile la gouvernance de la région après son retour à la Chine. 他这样做的目的是什么呢？表面上来讲，他要加速什么香港的民主进程。那香港呢，过去有什么民主啊？100多年呢，香港的这个立法局都是委任的，他推翻了，变成完全变相的
之选。目的在于什么呢？目的在于在97年之后通过立法局继续操纵香港的政局这个提供便利。Ce plan de réforme politique va à l'encontre de la déclaration conjointe sino-britannique, du principe de la cohérence avec la loi fondamentale, ainsi que de l'entente et de l'accord entre les deux pays. La Chine s'y oppose vivement. Mais les autorités britanniques de Hong Kong poursuivent obstinément leur dessein, ce qui conduit à l'échec des négociations sino-britanniques sur le régime que la future région administrative spéciale adoptera. Le comité central du PCC avance ainsi le principe de se préparer à toute éventualité en défendant la souveraineté. 我们不能把香港实现平稳过渡的希望寄托在英方的合作上，而应立足于依靠我们自己的力量和港人的共同参与。 Le 16 juillet 1993, le comité du travail préparatoire pour la commission préparatoire de la région administrative spéciale de Hong Kong est créé à Beijing. Le 26 janvier 1996, la commission préparatoire de la région administrative spéciale de Hong Kong est créée au Grand Palais du Peuple. Selon le principe de « pour les Hongkongais et par les Hongkongais », 94 membres de la commission, soit 63% du total, sont des Hongkongais. En novembre 1996, le comité électoral du premier gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong est créé. Le 11 décembre, Tong Chee-hwa est élu le premier chef exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong par le comité électoral. 本来我就转他，本来就对，那个很合适这个地位的，很合适。 Dans son entretien avec Tong Chee-hwa à Beijing, Jiang Zemin lui dit avec joie: Vous êtes le premier chef chinois de l'exécutif de Hong Kong depuis plus d'un siècle. C'est un bel exemple de la gestion de Hong Kong par les Hongkongais et de l'autonomie de haut niveau. Hong Kong entre dans une nouvelle ère. Le 30 juin 1997, vers 17h, l'avion spécial de la délégation du gouvernement chinois atterrit à l'aéroport Kai Tak de Hong Kong. Jiang Zemin descend de l'échelle de coupé. Après 156 ans, un leader chinois du plus haut niveau met enfin pied sur cette terre chinoise. Le même jour, un contingent de l'armée populaire de libération de Chine part pour cantonner à Hong Kong, sur l'ordre du président Jiang Zemin. La pluie nettoie l'humiliation que la nation chinoise a subie pendant un siècle. Hong Kong, qui était séparé de la patrie pendant 156 ans, est enfin de retour. Le 1er juillet à minuit, le drapeau national chinois et le drapeau de la région administrative spéciale de Hong Kong sont hissés au son de l'hymne national de la République populaire de Chine. 此时此刻，世界各国人民都把目光投向香港。中华人民共和国香港特别行政区正式成立，这是中华民族的盛世，也是世界和平与正义事业的胜利。中国万岁！中国万岁！中国万岁！风吹风流。
Hong Kong, qui a vécu un siècle d'épreuves, retourne enfin au sein de la mère patrie. C'est une étape majeure pour la réunification totale de la Chine. Un grand exploit qui est inscrit dans les annales du développement de la nation chinoise. Les compatriotes de Hong Kong sont désormais les vrais maîtres de cette terre chinoise. 我深信不疑，香港的将来会更加美好。 À partir du moment de la rétrocession, Hong Kong entre dans la nouvelle période historique, marquée par un pays de système. La gestion de Hong Kong par les Hongkongais et une autonomie de haut degré. Le destin de Hong Kong est désormais plus étroitement lié à celui de la mère patrie. De la crise financière asiatique de 1998 à la crise financière internationale de 2008, le gouvernement central tend la main à Hong Kong chaque fois que celui-ci a des problèmes. Des politiques de soutien et préférentielles sont adoptées successivement pour aider la région administrative spéciale à surmonter des difficultés et maintenir sa prospérité et sa stabilité. Quand le processus de rétrocession de Hong Kong est lancé, un autre enfant de la Chine, Macao, prend le chemin pour retourner à la mère patrie. À partir du milieu du XVIe siècle, Macao est progressivement occupé par le Portugal. En juin 1986, les gouvernements chinois et portugais amorcent les négociations sur la question de Macao. Le 13 avril 1987, ils signent officiellement la déclaration conjointe sur la question de Macao, annonçant le recouvrement par la Chine de la souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999.波平如镜，中葡两国政府在这里举行庄严的澳门政权交接仪式，宣告中国政府对澳门恢复行使主权。历史将永远记住这一举世关注的重要时刻。Le retour de Macao est un nouveau jalon sur la voie de la réunification de la Chine. En ce jour d'allégresse générale, peu étaient ceux qui s'imaginaient que Macao deviendrait une des régions marquées par la croissance la plus rapide dans le monde. Alors qu'il souffrait de la décroissance pendant 4 ans consécutifs et de l'insécurité avant la rétrocession. Le jour de la rétrocession de Macao, les communistes chinois regardent dans le sens de la plus grande île du pays, de l'autre côté du détroit, Taïwan. 此时此刻，我想起了唐代诗人王维的著名诗句：“遥知兄弟登高处，片刹茱萸少一人。”在祖国内地人民与香港同胞、澳门同胞同庆澳门回归这一名作盛世之时，我相信台湾同胞也同我们有着一样的欢乐的心情。 À partir de 1949, les deux côtés du détroit de Taïwan se trouvent en état de confrontation et d'éloignement.
Dans les années 1980, Deng Xiaoping avance l'idée d'un pays deux systèmes, ouvrant ainsi la porte au développement des relations interdétroites. En 1987, sous les pressions intérieures et extérieures, les autorités de Taïwan réajustent leur politique et autorisent les habitants de l'île à retrouver leur famille sur la partie continentale de Chine. Les familles séparées pendant 38 ans se retrouvent enfin. En 1990, les autorités de Taïwan approuvent la création de la Fondation des échanges entre les deux rives. Fin 1991, la partie continentale fonde l'Association des relations à travers le détroit. En mars 1992, les deux organisations entament des pourparlers et parviennent au consensus de 1992, selon lequel les deux rives du détroit font partie de la même Chine et travaillent ensemble à réaliser la réunification du pays. 所以今天我们可以说，就92共识的内容就是两段经过协商相互认可的文字，不是再去表述其他的。 Le 27 avril 1993, le président de l'Association des relations à travers le détroit, Wang Daohan, et le président de la Fondation des échanges à travers le détroit, Ku Chunfu, se rencontrent à Singapour. 坐下来谈，我们两岸之间的许多问题都是可以逐步解决的。我们都有个共同的目标，能走向统一。 Le 14 octobre 1998, Ku Chunfu effectue une visite sur la partie continentale, sur invitation à la tête de la délégation de la Fondation des échanges à travers le détroit. À l'hôtel de la paix de Shanghai, avec Wang Daohan, ils reprennent l'entretien reporté de 3 ans à cause des perturbations des sécessionnistes pour l'indépendance de Taïwan. 中国的指标是，我认为还是要回到这里，才能够跳脱现在的僵局。 Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Les deux rives du détroit partagent heurts et malheurs. Quels que soient les aléas sur l'île, la tendance historique à la réunification totale de la Chine est irréversible. Le 30 janvier 1995, Jiang Zemin prononce le discours intitulé « Continuons à lutter pour promouvoir la réunification de la patrie », dans lequel il avance la proposition en 8 points sur le développement des relations interdétroits et la promotion de la réunification pacifique de la Chine. Le 4 mars 2005, Hu Jintao avance la proposition en 4 points sur le développement des relations interdétroits dans le nouveau contexte. Puis la 3e session de la 10e Assemblée populaire nationale adopte à la majorité la loi anti-sécession. Le 28 avril 2005, Hu Jintao et Lian Chan ont un entretien officiel à Beijing. Il s'agit de la première poignée de main entre les deux principaux dirigeants du PCC et du Kuomintang depuis 60 ans. Le 7 novembre 2015, Xi Jinping rencontre Ma Ying-jeou à Singapour. C'est la première rencontre entre les deux leaders des deux rives du détroit depuis 1949. Ouvrant la voie au dialogue direct entre les dirigeants des deux côtés. Le 2 janvier 2019, lors de la conférence commémorative du 40e anniversaire de la publication du message aux compatriotes de Taïwan, Xi Jinping explique de manière exhaustive les politiques majeures visant à promouvoir le processus de réunification pacifique du pays dans la nouvelle ère, décrivant un bel avenir où les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan travaillent ensemble pour réaliser
le rêve chinois. 历史不能选择，现在可以把握，未来可以开创。新时代是中华民族大发展、大作为的时代，也是两岸同胞大发展、大作为的时代。前进道路上不可能一帆风顺，但只要我们和衷共济、共同奋斗，就一定能够共创中华民族伟大复兴美好未来，就一定能够完成祖国统一大业。从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，干叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴。